Beaucoup de femmes ont confondu l'autonomie féminine avec la masculinisation, qui n'a vraiment rien à voir avec la libération. C'est même tout le contraire. Une femme libérée n'est pas un homme, mais une femme qui respecte avant tout le féminin qui est en elle et qui cherche à le faire respecter. Je pense à Françoise, fille d'une mère très féministe, d'un féminisme radical et donc sexiste, à la fois vis-à-vis des hommes mais aussi des femmes, qui ne veut même pas s'imaginer avoir une attitude spontanément tendre avec un homme. J'aurais honte, dit-elle, de montrer que je suis capable de me laisser aller à ces bêtises. Ce n'est que de la sensiblerie féminine, c'est ridicule. Car une femme forte doit savoir se maîtriser, ne jamais s'abandonner, même pour le plaisir, même quand elle est seule avec elle-même. La guerrière. La guerrière est une super amazone qui prend les armes dès qu'elle entre en relation avec un homme dans sa vie professionnelle ou privée. Je me venge d'un homme avec le suivant, Coralie. Tout ou presque dans la jante masculine est sujet à critique. Je discutais il y a quelque temps avec l'une d'elles. Nous parlions du difficile et douloureux sujet du viol des enfants et des adolescents, et j'évoquais le viol des garçons, quel que soit leur âge. J'en rencontre un bon nombre en thérapie. J'ai rapidement clos notre conversation, car elle n'avait de compassion que pour les fillettes ou les adolescentes ayant subi ce traumatisme. Quand il s'est agi des garçons ou adolescents violés, elle a eu cette remarque stupéfiante. « Oh les pauvres biquets !» Tout le mal vient donc des hommes et eux ne souffrent pas. Tel semble être l'argument de la guerrière. Pourtant, comme le remarque Elisabeth Badinter, l'abus de pouvoir n'est pas d'essence masculine. Des femmes qui torturent existent et ont existé. Les capots des camps de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale, par exemple, des femmes qui tiennent des personnes en dépendance en les manipulant ou en les terrorisant existent et ont existé. Les tribunaux de justice n'en manquent pas. L'Allemagne vient de fonder sa première association pour les hommes battus. Bref, des femmes par qui vient le mal existent et ont existé. Et pas seulement des femmes qui seraient des malades mentales. Que penser de l'abus de pouvoir infligé aux hommes par celles qui leur font un enfant sans leur demander leurs avis? Mais revenons à notre guerrière qui va constamment tenir en joue les hommes comme des ennemis qui pourraient bien attenter à sa vie privée et des rivaux dans sa vie professionnelle. Cette femme remplie de colère contre les hommes, parfois de rage, va donc partir en guerre avec des actes mais aussi des mots, et elle sait très bien s'y prendre pour manier le mépris, l'ironie, sarcastique et blessante, désagrégeant son ex-partenaire potentiel en quelques mimiques et quelques phrases. Mais elle sait très bien également avec qui elle peut se permettre de telles passes d'armes. Elle choisit sa cible avec pertinence, elle est sûre de gagner. Nous verrons plus loin que cette agressivité n'est pas née de l'air du temps et qu'elle lui sert tout simplement d'armure contre la souffrance, faire souffrir pour ne pas souffrir soi-même. Il est pourtant fatigant d'être tout le temps forte, de se battre sur plusieurs fronts à la fois et de ne même pas pouvoir se plaindre et de se faire plaindre de temps à autre, le temps de se ressourcer un peu. Non, car il n'est pas question de cesser les hostilités, le risque de la dépendance serait trop fort. Bon nombre de femmes sont habituées depuis longtemps à jouer ces jeux et donc elles ne savent même plus qu'elles le jouent. Si vous leur en parlez, elles nieront farouchement. Car elles sont à leurs yeux des femmes accomplies qui savent tout gérer. Une carrière brillante qui les a haussées au-dessus des hommes dans bien des cas, avec un salaire important, parfois supérieur à celui des hommes, une vie amicale bien remplie, les amis ne manquent pas pour sortir, partir en week-end, en vacances, des amants facilement rencontrés et des loisirs choisis. Que voulez-vous de mieux ? Sortir du désert, reconnaissent certaines qui prennent enfin la mesure de leur vide affectif et la peine de se poser des questions, à qui les médecins ou kinésithérapeutes conseillent de s'écouter un tant soit peu pour avoir moins mal dans le dos, être moins stressé ou en meilleure santé. En effet, un symptôme récurrent n'est jamais anodin. Il parle de façon évidente, c'est une expression du corps, de la vie psychique et affective qui ne demande qu'à être écoutée et comprise. La séductrice. Les Amazones, les femmes machistes et les guerrières font évidemment fuir les hommes quand ils ne deviennent pas agressifs, mais on ne peut leur reprocher d'être hypocrites. Il n'en va pas toujours ainsi avec les grandes séductrices. D'autant plus que ces dernières, dont certaines ont poussé cet art jusqu'à un degré tout à fait impressionnant, ne désirent qu'une chose, attraper les hommes dans leur filet, à l'instar des Don Juan que seule la période de séduction intéresse. Comme les femmes, les hommes n'ont pas envie de se faire manipuler, mais ils ne peuvent pas toujours résister à tant de promesses de bonheur, à ce qui fait tant de bien à leur ego. Pourquoi se refuseraient-ils, dans le cas où, évidemment, ils n'ont pas affaire à une allumeuse qui les laissera sur leur faim? Allumeuses ou séductrices, ces femmes considèrent les hommes comme des objets et voudraient n'en faire qu'à leur tête. Ils ne sont là que pour les flatter, les servir, obéir à leurs caprices. Elles prennent tout en main.
Les chevaliers servants, désormais inutiles, sont restés dans leurs oubliettes. Les femmes s'occupent de tout. Elles font tout le chemin vers le partenaire, d'un soir ou plus, ne lui concédant aucune parcelle de territoire où il pourrait aller à leur rencontre. La distribution des rôles a subi une inversion radicale. S'ils ne se laissent pas manipuler, ils ne sont plus intéressants. Ou alors elles transforment ce refus en défi. Je t'aurai, semble être alors leur seul mot d'ordre. Peut-être, mais qu'auront-elles en fin de compte, à part la certitude qu'elles sont extrêmement douées pour convaincre un homme qu'il a absolument intérêt à se laisser séduire? Qu'auront-elles gagné à part une preuve fugace et éphémère qu'elles peuvent obtenir ce qu'elles veulent d'un homme? Leur narcissisme est content pour un court instant. Comme certains hommes, elles accumulent les trophées de chasse et multiplient les petites croix sur la cheminée. Mais au bout du compte, elles se retrouvent seules. Leur unique satisfaction aura été de détenir le pouvoir et donc de ne pas s'être faites avoir par un homme. Ce sont elles qui tiennent les rênes, elles ne souffrent pas. Comme le clame Sophie sans vergogne aucune. Quand ça marche, je n'en ai plus envie. Elle semble malheureusement confondre le fait de séduire, qui se traduit par des actes, avec un état, une qualité, être séduisante. La véritable séduction, quand elle n'est pas un jeu, n'exige pas que l'on en fasse des tonnes, ou alors ces femmes nourrissent quelques doutes sur leur charme. Et la presse féminine ne se prive pas d'améliorer leurs performances en les abreuvant de conseils, de leçons, de séduction, chaque semaine, chaque mois, encourageant les idéologies qui relèguent les femmes au rang d'objets. Vêtements, maquillage, allure et façon de se comporter sont analysés à la loupe pour leur donner toutes leurs chances. Et, écrit Boris Cyrulnik, que nul ne saurait taxer de sexisme à l'égard des femmes, il est très étonnant de voir à quel point les femmes savent se transformer en leurres pour les hommes. Ils deviennent des objets entre les mains de femmes qui jouent à être elles-mêmes des objets. Est-ce une revanche sur des millénaires de patriarcat et de domination masculine? Elles adoptent avec les hommes des comportements qu'elles leur ont reprochés, qu'elles leur reprochent encore vis-à-vis d'elles. Si les femmes ne veulent plus, à juste titre, être des objets, les hommes doivent-ils le devenir à leur tour? Et si ni les unes ni les autres n'en étaient? 5. Le choix de l'autre. Sur qui jettent-elles leur dévolu, toutes ces femmes qui se retrouvent bredouilles après de plus ou moins brèves relations? Comment choisissent-elles l'éventuel homme de leur vie? Le plus important est avant tout d'admettre qu'aucun choix ne se fait par hasard. Si les rencontres sont l'effet des circonstances qui les ont permises, il en va tout autrement quand il s'agit d'être attiré par un homme plutôt que par un autre. De nombreux auteurs insistent sur ce non-choix, car tout se passe d'abord dans l'inconscient de chacun. Une rencontre est avant tout la rencontre de deux inconscients qui savent dans l'instant qu'ils ont quelque chose à faire ensemble. Comme l'explique Jean Cournut, les demandes respectives, les deux inconscients, coïncident juste à l'instant de la rencontre. Ou Boris Cyrulnik, l'objet d'amour n'est pas une personne. C'est un révélateur narcissique, un objet qui doit porter les traits sensoriels susceptibles de réveiller en nous la mémoire du bonheur. Par bonheur, entendez l'époque bienheureuse de la fusion avec la mère. Des commentaires tels que « j'ai tout de suite su que c'était lui », « dès que je l'ai vu, ce fut une évidence, j'avais rencontré l'homme de ma vie, un seul regard a suffi et tout mon univers a basculé, je n'ai pas eu besoin de réfléchir, j'ai senti profondément que c'était lui, etc. sont significatifs. Même si l'avenir modifie parfois les pronostics, dans l'instant, deux inconscients se sont trouvés. Ils ont compris dans une immédiateté surprenante qu'ils avaient affaire ensemble. Au moment même où les deux protagonismes potentiels de l'aventure ont échangé leur premier regard, alors qu'ils ne se connaissaient pas, ils ont su que leur rencontre n'était pas anodine. Non seulement une attirance physique les a en quelque sorte aimantés, mais plus encore ils ont compris qu'il allait se passer entre eux quelque chose qui allait changer leur vie. Et même s'il s'agit de quelqu'un que l'on connaît, il arrive parfois que les yeux regardent autrement cette personne, sans qu'aucun signe ne l'ait annoncé. Effectivement, il y a là comme une magie à laquelle on ne s'attend pas, mais qui déclenche les vagues d'émotions et de sensations tant recherchées. Même si, j'insiste, l'histoire ne dure pas. Car, et les exemples ne manquent pas, si la rencontre avait lieu à un autre moment, quand les dispositions psycho-affectives sont différentes, la rencontre des regards ne se déclencherait peut-être rien. L'influence des croyances. Plusieurs raisons sont à l'origine de ce non-choix du partenaire. Mais d'ores et déjà, voyons l'influence majeure des croyances, certitudes, évidences dont beaucoup sont inconscientes, que nous avons évoquées plus haut et qui constituent la colonne vertébrale de la personnalité de chaque être humain. Pour le sujet de ce livre, il s'agit des certitudes sur soi, les femmes, les hommes, l'amour, le couple, les relations amoureuses.
Ce sont ces croyances, chez la femme et chez l'homme, qui mettent en œuvre les modalités de cette rencontre privilégiée. Prenons-en une dont nous avons déjà parlé et qui peut s'énoncer de la façon suivante. Les hommes gentils sont ennuyeux. Si une femme rencontre un homme gentil, comme elle croit qu'il est également ennuyeux, elle finira forcément par le trouver ennuyeux, car nous ne cessons pas un instant, toujours inconsciemment, de nous confirmer que nos certitudes sont vraies. Tout notre équilibre interne en dépend puisque notre vision du monde est en jeu. Nous avons besoin de cette cohérence intérieure qui conditionne nos choix amoureux. Amélie, qui par son histoire personnelle est persuadée qu'elle ne doit jamais y avoir de conflit ou même de désaccord dans un couple, elle pense ne pas pouvoir le supporter car elle a toujours vu ses parents se quereller, a choisi un compagnon qui s'enferme dans le mutisme dès qu'un possible sujet de dissension apparaît. Bien sûr, elle fait la même chose. Au lieu de s'exprimer franchement quand quelque chose les dérange dans le comportement de l'autre, tous deux se taisent. Ce faisant, ils installent entre eux de la distance et plus personne ne comprend rien à ce qui est en train de se passer. Quand il conviendrait de parler de leurs différences et des motivations qui les incitent à agir de telle ou telle façon, que l'autre ne peut pas deviner, ils se replient sur eux-mêmes, risquant ainsi d'aggraver la situation. Les croyances sont, pour la plus grande part, à l'origine des erreurs de casting qui renvoient tant de femmes à leur solitude. Les choix inadaptés. Les erreurs dans le choix des partenaires ne signifient pas nécessairement que ces femmes ne rencontrent que des hommes critiquables. Elles veulent plutôt dire qu'ils ne leur correspondent pas sans qu'ils en soient, répétons-le, responsables. Je ne me fais plus confiance, je ne tombe que sur des hommes qui me font souffrir. Je ne comprends rien, je n'attire que des hommes qui ne me conviennent pas. Je joue de malchance, je suis attirée que par des hommes qui me quittent dès qu'ils sentent que je m'attache. Je n'ai encore jamais rencontré un homme qui sache m'écouter et me comprendre. Chaque fois que je rencontre quelqu'un de bien, je deviens sa meilleure amie et je me retrouve avec un ami de plus. Je n'en peux plus. Je finis par penser que le sort s'acharne contre moi. Je finis toujours par découvrir que les hommes qui me plaisent et avec qui je commence une histoire sont mariés ou vivent avec quelqu'un d'autre, etc., etc. Telles sont les longues litanies des femmes qui, infiniment déçues par leur rencontre amoureuse, reviennent régulièrement à leur solitude. Pourtant, elles ne sont pas stupides. Là n'est absolument pas la question. Ce sont leurs choix qui ne semblent pas être adaptés, à tel point que l'on se demande, quand les erreurs se répètent trop souvent, si elles ont vraiment envie d'une rencontre qui déboucherait sur une relation de couple dans la durée. Souvenez-vous, c'est l'intention qui révèle le sens de nos actions. Il serait trop simpliste de vouloir se convaincre que le seul hasard soit à l'origine de ces mésaventures, surtout quand elles se répètent, puisqu'aucun choix n'est dû au hasard. Car si les princes charmants n'existent que dans leurs rêves, il existe néanmoins des hommes qui leur conviendraient tout à fait bien, et n'en déplaise à quelques-unes, ils ne sont pas tous pris. Leurs croyances, nous l'avons vu, influencent beaucoup leurs choix. Voyons quelques exemples parmi les plus fréquents. Certaines femmes pensent encore qu'un homme bien de sa personne ou possédant un compte en banque très avantageux ou une belle voiture, ou je ne sais quoi encore qui ne serait que de l'ordre du paraître ou de l'avoir sera forcément le bon. Elles commettent une lourde erreur, ou alors elles ne cherchent qu'à se placer avec quelqu'un qui leur offrira une belle situation. Dans ce cas, si une véritable relation amoureuse n'est pas leur objectif, elles ont raison, sinon ne cherchons pas plus loin. L'erreur réside dans la confusion entre l'être et le paraître ou l'avoir. Être, paraître, avoir et faire. Être, paraître, avoir et faire représentent 4 composantes de l'être humain, et il est essentiel de ne pas les confondre, ce qui arrive pourtant trop souvent. Si l'eau de la mer paraît bleue, verte ou grise, il suffit d'en remplir un verre pour découvrir qu'elle n'est ni bleue, ni verte, ni grise. Le verbe être est trompeur sur bien des points. Une personne peut paraître sûre d'elle, gentille ou prétentieuse, et ne pas l'être du tout. Se fier aux apparences ne peut en aucun cas suffire pour se faire une idée juste de ce qu'est une personne. Une autre peut posséder un beau patrimoine immobilier, cela ne veut pas dire que ce qu'elle est réellement, à part qu'elle fait sans doute partie des nantis. Elle peut posséder une importante bibliothèque, cela ne signifie pas nécessairement qu'elle est passionnée par la lecture. Les faux livres magnifiquement reliés se vendent au maître. Quelqu'un peut multiplier les actes de générosité sans être forcément généreux. S'il s'en vante, il ne s'agira plus de bonté d'âme, mais de volonté de paraître. Il est fréquent de faire des bêtises sans être bête, de dire un mensonge, ne jetant pas la pierre, nous le faisons tous, sans être un menteur. Nous ne sommes pas ce que nous faisons. Le croire serait un tantinet trop réducteur par rapport à l'immense complexité et richesse d'un être humain, son être profond.
Les considérations stériles qui voudraient que nous sommes ce que nous paraissons ne peuvent donc mener qu'à l'échec. Pourtant, elles sont présentes dans la façon dont certaines femmes, même des adultes, pas seulement de toutes jeunes femmes un peu trop ingénues, qui ont pour excuse leur inexpérience, regardent les hommes. S'il est prince, il ne peut donc qu'être que charmant, même si ce n'est pas ce qui frappe au premier abord. Combien se laisser prendre par un physique masculin tout à fait agréable, selon les canons esthétiques du moment? Combien ont cru et croient encore qu'il suffit qu'un homme ait bien réussi professionnellement pour qu'il soit un compagnon ou un mari de qualité? On pouvait espérer qu'au début du 3e millénaire, ces femmes ne se laisseraient plus abuser par les aspects extérieurs de leurs frères humains, qu'elles auraient réfléchi un peu plus longuement à la question. Elles s'appliquent d'ailleurs les mêmes conceptions. Je suis ce que je parais et ce que je fais, c'est comme pour les hommes. Même s'il est on ne peut plus légitime d'apprécier le charme, la beauté et l'indépendance financière, voire une belle réussite professionnelle. Mais ces critères ne peuvent absolument pas suffire. Surtout, reconnaissons-le, qu'à l'exception de certains prototypes objectivement beaux, c'est le regard que l'on porte sur l'autre qui le rend beau. N'est-ce pas plutôt l'expression de ce qu'il est et de ce qui émane de lui qui le rend si attirant? J'ai déjà vu nombre de femmes se détourner d'hommes remplis de qualités, avec pour seule raison une imperfection physique, ou ce qu'elles jugent ainsi, même mineurs, s'empêchant ainsi de découvrir qui ils sont. Tout ce qui brille n'est pas d'or. D'autres femmes semblent comme fascinées par la brillance d'un discours. Il est certes extrêmement plaisant d'être aux côtés d'un beau parleur, cultivé de surcroît, ou qui manie le verbe avec élégance et brio. Mais voilà, encore une fois, cette qualité, s'il n'est pas question de la renier, n'est vraiment pas suffisante. Combien de femmes déplorent avoir été trompées par l'aisance verbale de leur partenaire? Il m'a très vite séduite par sa façon de parler. J'étais comme hypnotisée, et je pouvais l'écouter parler pendant des heures. Je ne m'ennuyais jamais avec lui. Mais j'ai aussi vite déchanté, derrière les mots, j'ai découvert un véritable mufle, imbu de sa personne. C'est merveilleux de l'entendre parler, mais il ne m'écoutait jamais. Il n'en avait que pour lui, et je crois qu'en 3 mois, il ne m'a pas posé une seule question sur moi. Au début, quand nous sortions ensemble chez les amis, j'étais très fière de sortir avec un tel homme. Il pouvait parler de tout, aucun sujet ne le gênait. Jusqu'au jour où j'ai eu une sorte de révélation. Il ne me laissait jamais parler. Et je me sentais une vraie potiche à côté de lui. J'ai compris que je n'étais qu'un faire-valoir et je l'ai laissé sous les feux de la rampe, c'est ce qu'il voulait. Il apparaît qu'une seule qualité jugée essentielle quand elle est présente suffit à masquer tous les autres aspects de la personne, un seul élément. S'il est, je le répète, indéniablement plaisant, ne représente jamais l'individu tout entier. S'aveugler à ce point en se focalisant sur un trait physique, une apparence, une attitude ou un comportement sans aller plus loin est malheureusement une attitude bien trop fréquente. Elle correspond à une immaturité qui explique bien des solitudes. Les bourreaux des cœurs. Avec les insatiables, dont Jouan, certaines femmes font des rencontres qu'elles trouvent extraordinaires pendant un temps. Quand je l'ai vu, je me suis dit « il sera mon mari, Agnès ». Il ne l'a jamais été. Le mariage ne faisait pas partie de ses plans. C'est vrai qu'ils sont des séducteurs hors du commun, quasi professionnels, et qu'il est souvent difficile de résister à leur talent, car ils savent parfaitement bien conjuguer l'ensemble des qualités que beaucoup de femmes recherchent chez le prince de leurs rêves. Pas étonnant qu'on les surnomme les bourreaux des cœurs. Charmants, brillants, sachant se montrer non seulement disponibles, mais insistants, attentionnés, ils mènent leur parade amoureuse avec un art consommé. Mais voilà, ce n'est que le temps de la parade amoureuse. Sitôt la belle Ferrée est tombée dans ses raies, le voilà qui retourne vers de nouvelles conquêtes. Les hommes importants de ma vie, il a fallu les conquérir, car tous plaisaient beaucoup aux femmes, aimaient se sentir libres. Ils étaient créatifs, pleins de fantaisie, bout en train, trop secrets, et étaient très séduisants physiquement. Martina. Beaucoup de femmes le savent, le reconnaissent, mais espèrent malgré tout qu'avec elle, ce ne sera pas pareil. Moi, je saurais faire ce qu'il faut pour qu'il ait envie de poser ses valises. Je suis sûre qu'il tient à moi. Il me dit tout le temps qu'il m'aime. Quand il me parle des femmes de sa vie, je comprends bien pourquoi il était toujours en recherche, mais il le reconnaît. Avec moi, ce n'est pas pareil. Je ne suis pas comme les autres, c'est ce qu'il n'arrête pas de me dire. Alors pourquoi partirait-il? Il m'a déjà présenté tous ses amis, ça prouve bien que je suis importante pour lui, non? Il m'a dit qu'il avait parlé de moi à ses parents, c'est une preuve qu'il tient à moi, n'est-ce pas? Il m'a dit qu'il adorait les enfants, alors je lui fais confiance, je suis sûre qu'il voulait me dire qu'il en voulait avec moi, etc. Et quand Don Juan possède aussi d'indéniables talents relationnels, comment ne pas le croire sincère? Comment douter de ses bonnes intentions? S'il ne m'aimait pas, il ne passerait pas des heures à m'écouter, à me consoler, à me donner des conseils. Il me respecte comme aucun autre avant lui. Il a pris tout son temps avant de faire l'amour avec moi. Il a bien compris que je n'étais pas sûre de moi. Il est très attentif, il veut toujours que je me sente bien.
Il se soucie vraiment de moi, il m'a dit que je n'avais aucune raison de ne pas avoir confiance en moi. Il m'a dit qu'il m'admirait d'être comme je suis, après tout ce que j'ai vécu, etc. Il est bien évident qu'un bourreau des cœurs donne toutes les apparences de l'aisance, de la facilité et de l'amour sincère. Il est l'anti-modèle du poète trop rêveur ou distant, de l'homme grincheux épuisé par son travail, du macho peu soucieux des questions féminines ou narquois à l'égard des problèmes des femmes. Avec Don Juan, on ne peut jamais s'ennuyer. Il est débordant de vie, optimiste, créatif, imprévu parfois. Il sait remettre gentiment les femmes à leur place quand elles deviennent trop boudeuses. Une simple pirouette et elles retrouvent le sourire. Le quotidien devient un enchantement rempli de sensations délicieuses et d'émotions que l'on n'imaginait même pas avec cet homme en tout point admirable. Car il sait parfaitement maintenir une tension qui rend la vie passionnante. Sophie s'émerveille encore d'un cadeau récent de son Don Juan, une composition florale tellement gigantesque qu'elle ne passait pas sa porte. Les victimes de la vie. Vous connaissez le coucou ? C'est un oiseau qui ne fabrique pas son nid et préfère occuper celui des autres. L'expression « les coucous mouillés », une amie psychiatre l'emploie lorsqu'elle évoque les hommes qui se présentent comme des victimes et qui cherchent donc désespérément une femme sauveuse qui saura les accueillir dans son nid et s'occuper d'eux. Telle Valérie qui pense qu'elle est responsable de la vie du bonheur des autres car ce ne se fait pas de penser à ses propres désirs. Ou Nadine qui reconnaît que son héroïne préférée était une infirmière courageuse, active et admirée pour tous. Ou Anne-Sophie, jusqu'à présent j'ai été attirée par des hommes fragiles, perturbés parce qu'ils vivaient, peut-être est-ce parce que ça réveille un instinct maternel en moi. Nous sommes en présence du syndrome de l'infirmière psy-maman nounou, qui va se dévouer corps et âme pour sauver ce pauvre être si malheureux. Ces femmes sont persuadées, encore une certitude qui va dicter leur choix amoureux, que leur amour va redonner vie à des compagnons qui en retour et tout naturellement vont les aimer d'un amour sincère et véritable. Elles ne vont donc pas, par non-hasard, être attirées que par des hommes qui auront besoin d'elles. Au moins pour un temps, car bien soignés et bien requinqués, ils risquent de leur dire au revoir et merci, les abandonnant à leur culpabilité. Je n'ai pas su assez bien l'aimer, ou à leur rage. Ce n'est qu'un ingrat, après tout ce que j'ai fait pour lui. Après de nombreuses années vécues avec un homme qui ne la respectait pas, qui la contrôlait dans tous les domaines tout en se faisant entretenir, soigner, nourrir et blanchir, Mathilde a compris que l'argent correspondait à un moyen de pression sur lui. Tant qu'il avait besoin d'elle financièrement, elle était sûre de le garder. Pendant tout ce temps, elle a entretenu une image négative des hommes et s'est dévalorisée à ses propres yeux. Ce qui est extraordinaire, c'est bien la finesse et la lucidité de l'inconscient de chaque protagonisme. Tout se passe comme si celui de l'homme demandait à celui de la femme « Est-ce que tu veux bien m'aider ? J'ai besoin de toi. » Qui lui répondrait « Je n'attendais que ça, bien sûr, je vais m'occuper de toi. » Ou je suis bien malheureux, je viens t'aimer, moi, je saurai te rendre heureux, tu verras. Dialogue qui instaure un contrat inconscient implicite entre deux partenaires qui y trouvent alors leur compte. Je n'ai le sentiment d'exister que si on me demande de l'aide et que j'ai l'impression de servir à quelque chose. Christelle. Cette situation ne peut durer qu'un moment, car il n'est pas simple de se nier soi-même constamment au profit du bien-être de l'autre, de n'être disponible qu'à l'autre, de ne jamais tenir compte de ses propres besoins, comme Liliane qui vit au service des autres. Cela finit par devenir totalement invivable, mais ce temps peut s'allonger au gré du plaisir que la femme sauveuse pourra savourer en sachant qu'elle a du pouvoir sur cet homme qui ne dépend que d'elle. Elle se montre prête à beaucoup de dévouement, d'abnégation et de sacrifice pour conserver cette mainmise qui lui donne un sentiment grisant de toute puissance sur cet homme, tant qu'elle le maintiendra en situation de dépendance vis-à-vis d'elle, tant qu'il se présentera à elle en victime de la vie de ses parents, de ses professeurs, patrons, amis, etc. Béatrice reconnaît en parlant du deuxième homme de sa vie qui, dit-elle, l'a aimé, elle voulait en faire sa chose, et qu'elle lui a fait payer beaucoup de choses, c'est le cas de le dire, car elle ajoute « Je veux que les hommes rament, ils doivent payer au propre et au figuré, car ce sont tous des salauds. » Tant il est vrai que beaucoup d'hommes remplissent ce rôle, servir d'exutoire pour les revanches ou vengeances des femmes déçues par les hommes et qui ont des comptes à leur demander. J'ai souvent rencontré des femmes de ce type en thérapie. Elles éprouvaient des difficultés inouïes à admettre que leur dévouement extrême n'était peut-être pas que de l'amour, qu'autre chose les maintenait dans cette situation dont pourtant elles souffraient aussi, car elles vivaient en marge d'elles-mêmes. Je suis prise dans un étau, les autres m'étouffent et il faut les faire passer avant moi, surtout en amour. Virginie. Et de quelle forme d'amour s'agit-il quand il est insupportable d'entendre que son partenaire pourrait n'avoir plus besoin d'elle ? De quelle forme d'aide s'agit-il qui maintient la personne dans un tel état de dépendance ? Certaines femmes finissent par se rebiffer.
Nous retrouvons l'ambivalence et par rejeter celui qui ne fait rien pour elle, qui est tellement égoïste, égocentrique même, pour qui je me suis sacrifiée et qui n'est même pas capable de dire au moins merci de temps en temps, qui réclame toute mon énergie et qui ne veut même pas que je continue à faire du sport parce qu'il ne supporte pas que je le laisse seul 2 heures, qui ne fait même plus d'efforts de chercher du travail parce que finalement je gagne plutôt bien ma vie, qui supporte à peine que je téléphone à une de mes amies ou à ma mère, qui voudrait que je l'aide à moins boire comme si j'y pouvais quelque chose, qui ne veut pas changer. Pourtant s'il changeait, il ne voudrait peut-être plus d'elle. Mais là il s'agit de femmes qui accusent leur coucou mouillé de correspondre très exactement à ce qui pouvait les attirer. Elles voulaient sauver, elles voulaient aider, elles ont eu ce qu'elles désiraient. Elles ne se sont donc pas trompées en choisissant un tel homme, elles se sont trompées sur leur idée de l'amour, ce n'est pas la même chose. Ils n'y sont pour rien, vraiment pour rien. Pour ne pas rester seules, elles ont choisi un homme qui avait besoin d'elles et qui deviendrait évidemment dépendant de leur bonne volonté à le sauver, à s'occuper de lui. Si cette situation perdure, les femmes sauveuses risquent bien de tomber dans ce que l'on appelle la codépendance, ce qui signifie qu'il est vital que l'autre ait besoin d'elles. Pour ce faire, elles vont choisir des hommes de plus en demande, sans d'ailleurs forcément les aider réellement. Ils risqueraient de ne plus être dépendants d'elles, et ces femmes qui n'agissent ainsi inconsciemment que pour se satisfaire elles-mêmes. Ce cercle infernal existe et il n'est absolument plus question de parler d'amour. Les sauveurs guérisseurs. Si les femmes qui cherchent des hommes à sauver sont nombreuses, c'est un rôle traditionnellement réservé à la femme. Une autre catégorie est également fréquente, celle des femmes qui désirent être sauvées, autrement dit, qui recherchent des hommes sauveurs-guérisseurs. Qu'elles soient déprimées ou qu'elles se perçoivent comme des victimes impuissantes à agir sur leur vie, elles attendent tout d'un homme, ne concevant pas qu'elles puissent apprécier leur vie ou même simplement vivre sans un compagnon. Je charge les hommes de me rendre heureuse, de me donner du bonheur et du rêve. Anastasia. Elles ressentent donc le besoin vital d'une présence masculine à leur côté, seul remède à leur destin, à tel point qu'elles ne savent pas dire non à un homme, même s'il ne leur plaît pas vraiment. Je ne sais pas résister à un homme que j'attire, au moins je ne suis pas seule. Anne. C'est ainsi que leur inconscient peaufine ses antennes pour être efficace dans la détection de l'homme qui viendra les guérir de tous leurs maux. Car comme toute femme déprimée ou victime qui se respecte, elle est persuadée qu'elle ne peut strictement rien faire pour elle, qu'elle est totalement incapable d'agir, d'avoir de l'impact sur sa propre vie. Je doute trop de moi, je n'arrive pas à faire les choses seule, j'ai trop peur de devenir adulte. Karine. Vie qu'elle remet entre les mains du sauveur, qu'elle aura très bien su attirer puisque les rôles doivent rester complémentaires. Une victime attire un sauveur est attiré par une victime. Venir au secours de cette âme en peine, subvenir à ses besoins affectifs et psychologiques, telle sera la tâche de cet homme. Et il aura tout intérêt à bien remplir son rôle sous peine de représailles sévères. Tu n'es qu'un égoïste, tu ne penses qu'à toi. Je ne peux jamais rien te demander. De toute façon, tu ne me comprends pas. Après tout ce que j'ai vécu, tu pourrais me ménager un peu plus. Je te faisais confiance, je pensais pouvoir compter sur toi, mais tu n'es vraiment pas à la hauteur. À cause de toi, je dois retourner chez mon psy. Tu te rends compte? Mon médecin pense que je devrais prendre des antidépresseurs. Tu es fier de toi? Etc., etc. Stress, dépression, déprime, peur, angoisse. Ces termes si fréquemment employés n'ont pas toujours une définition très précise pour ceux qui les utilisent et les confusions sont fréquentes. C'est pourquoi il semble utile de préciser leur sens. Le stress désigne la réponse globale, non spécifique de l'organisme à toute demande qui lui est faite. Il correspond à la réaction du corps pour s'adapter à un changement, quel qu'il soit, heureux ou non. C'est ainsi que toute modification dans notre vie quotidienne est à la source d'un stress que nous ressentons physiologiquement puisqu'il est d'abord inscrit dans le corps. C'est pourquoi un changement heureux, départ en vacances ou autre bonne nouvelle, provoque un stress agréable certes, mais à l'origine de manifestations telles que le rythme cardiaque accéléré, transpiration excessive, bouche sèche, changement de couleur de peau, etc. Dès qu'il y a un stress, tout le métabolisme s'emploie à en minimiser les effets, faisant en sorte que nous nous adaptions rapidement à ce changement. Si un stress négatif se poursuit trop longtemps, l'organisme risque de s'épuiser. La dépression correspond à une dépréciation fondamentale, la tristesse, le pessimisme foncier et l'absence de tout élan vital.
Elle correspond à un état d'immense colère contre soi-même, entraînant tant de désamour de soi que l'on voudrait parfois se quitter, alors que cette colère, à l'origine, est dirigée contre d'autres personnes. La dépression conditionne des comportements de négligence vis-à-vis de soi, des attitudes désabusées face à la vie. Nul désir, nulle envie ne peuvent émerger, tout devient trop difficile et un acte même simple demande trop d'efforts. Il existe aussi des dépressions que l'on dit masquées, c'est-à-dire que ni la personne ni son entourage n'en tiennent compte alors qu'elles existent réellement et se manifestent par exemple par des comportements d'hyperactivité. Les dépressions d'adultes sont souvent des dépressions de l'enfant qu'un déclencheur a réactivé. La déprime n'est qu'une forme très atténuée de la dépression et elle peut n'être que passagère. Elle n'est inhibitrice d'aucun comportement. C'est ce que l'on appelait le blues. La peur correspond à un sentiment de danger identifié, réel ou imaginaire. Une personne qui a peur, quelle qu'en soit l'intensité, sait ce qu'elle craint. La peur est une émotion souvent utile car quand elle n'est pas imaginaire, elle sert à prendre conscience d'un danger. Tout au contraire, l'angoisse traduit une peur irrationnelle très intense sans que la personne puisse l'appliquer à un quelconque objet. Elle a conscience d'une peur absolument insupportable mais sans savoir à quoi elle pourrait la rattacher. Pour les victimes, l'autre, les autres, est responsable de tous les maux, depuis toujours. Alors, Monsieur Sauveur et Guérisseur est tenu de réparer la vie entière de Madame Faible et Victime depuis sa venue au monde. Mais cette demande est impossible à satisfaire. Il sera donc toujours en échec et se fera rejeter ou sadiser par sa partenaire, c'est-à-dire qu'elle adoptera vis-à-vis de lui un comportement sadique, méchant, méprisant, parfois cruel. Il se peut alors que ce soit lui qui tire sa révérence, signe d'une bonne santé mentale, à moins qu'à son tour, lassé de se faire rabrouer et critiquer, il ne devienne lui-même bourreau. Il renforcera ainsi la certitude de sa compagne d'être une victime. La boucle sera bouclée. Dans tous les cas, la femme se sentira seule car son sauveur-guérisseur ne l'aura ni sauvé ni guéri. L'échec était prévisible. Elisabeth Badinter parle de la démarche victimiste, néologisme qui désigne l'attitude consistant à se définir en priorité comme victime. Les victimes se présentent toujours comme de pauvres petites choses fragiles, des petits tanagras, figurines en terre cuite très fragiles, représentant symboliquement la beauté féminine qu'il convient avant tout de ménager. Je rêve d'être une petite fille, je ne sais pas me prendre en charge, je suis trop sensible. Johanna. Il existe une autre forme de comportement qui peut attirer les hommes sauveurs, celui de la femme qui prend tout sur ses épaules, qui ne s'occupe jamais d'elle et qui ressent un profond sentiment d'injustice. Elle attend donc de son compagnon qu'il répare les torts qui lui ont été faits, qu'elle se fait à elle-même dans la plupart des cas, qui lui sont encore faits, mais sans se plaindre directement, sans exprimer de demande directe. En revanche, elle sait parfaitement bien soupirer, tout comme elle excelle dans l'art d'entretenir des silences chargés de plomb. Martyre sacrifiée sur l'autel du dévouement, elle attend que son partenaire l'admire, la prenne en pitié et la vénère pour ses vertus altruistes. Sinon, elle risque de retourner à ses chocolats, ses gâteaux et autres compensations pour être si mal comprise. Je suis un peu boulimique pour remplir le vide intérieur, Élise, car les douceurs et les friandises constituent parfois le seul aide qu'elle puisse accepter de se donner. Si son compagnon était efficace pour la sortir de sa misère psychologique, elle ne serait plus une victime. Et si elle n'était plus une victime, elle devrait s'occuper d'elle et se prendre en charge, car elle n'attirerait plus aucun sauveur. Les bénéfices de la victime sont bien trop importants pour les lâcher. Quelle que soit la forme que prend leur victimisation, les femmes qui jouent ce rôle ne peuvent qu'entretenir cette situation, tout comme leurs choix amoureux ne peuvent que renforcer cette attitude. Tout est perdu d'avance et la quête peut se poursuivre inlassablement, quête d'un bonheur qui ne peut venir que de l'autre. L'homme non disponible. Il existe aussi des femmes qui choisissent une relation avec des hommes mariés, vivant avec une autre femme ou déjà en couple non cohabitant, bref, non disponibles pour une relation à plein temps. Si je dis bien qui choisissent, car je n'évoque que celles qui sont au courant de cette situation et qui ne se détournent pas pour autant de ces hommes, je ne peux aimer qu'un homme non disponible. Flore. Averties, elles acceptent en toute conscience d'être l'autre, celle de Backstreet. Ce livre extraordinaire de réalisme des deux espoirs, celles qui ne voient bien sûr qu'avec un immense plaisir, mais uniquement quand ils peuvent se libérer. Ces femmes savent qu'elles ne pourront pas vivre avec cet homme une relation totalement satisfaisante. Pourtant, certaines de ces histoires d'amour, car l'amour n'en est absolument pas exclu, peuvent se maintenir dans la durée. Les femmes qui ont fait ce choix se retrouvent inéluctablement un jour ou l'autre dans une situation intenable.
Certaines affirment que c'est bien mieux comme ça, au moins le quotidien ne vient pas tout gâcher. Nous sommes ensemble comme nous le décidons, nous sommes toujours très heureux de nous voir. Je garde ma liberté, je continue à organiser mon temps comme je le désire, c'est le rêve. Nous n'avons du couple que le plaisir, pas les inconvénients. À voir, bien sûr. Dans les débuts de cette relation si romanesque, puisqu'interdite, les deux partenaires sont aux anges quand ils se retrouvent. Avec les hommes mariés, je ne vis que les lunes de miel, courtes mais intenses. Christine. Mais la dame déchante bien vite, car ils ne sont pas ensemble bien souvent, et jamais pendant les fins de semaine, les vacances, les périodes de fête. Bien sûr, les liaisons maîtresse-homme marié prennent souvent l'allure d'aventures romantiques ou furieusement passionnelles. Elles libèrent le quotidien des inconvénients matériels de la vie à deux. Il n'empêche, petit à petit, la liberté conservée coûte bien cher, car elle n'est plus autant désirée. Nous savons bien que le désir naît de la frustration, mais à ce point, c'est trop. Alors les retrouvailles deviennent moins plaisantes. Ne pourrait-on pas se voir plus souvent? Tu pourrais t'arranger pour te libérer au moins quelques week-ends. Quand est-ce que nous pourrons enfin avoir toute une nuit pour nous, etc. Plaintes et lamentations nées de ce manque trop important ponctuent les moments passés ensemble et leur donnent de plus en plus fréquemment un goût de trop peu amer. La solitude est encore bien trop présente. C'est le cas de Chloé, qui, il y a quelques années, a vécu une relation très intense avec Laurent, marié et père d'un petit garçon. Très forte sa relation, oui, mais au bout de quelques mois, l'intensité n'était plus dans le plaisir, tout au contraire. Elle ne supportait plus qu'il ne prenne pas la décision de quitter sa femme avec laquelle il ne s'entend pas. Elle ne supportait pas que l'on dise qu'elle était la maîtresse de cet homme. Le terme lui paraissait outrageant alors qu'il correspondait à la réalité. Totalement dans le déni, elle refusait d'ouvrir les yeux tout en multipliant les plaintes et les scènes. Une autre façon de vivre une relation amoureuse de ce type est de s'installer dans l'attente. La femme n'attend plus le prince charmant puisqu'elle l'a trouvé. Elle attend qu'il quitte sa légitime, celle avec qui il a peut-être un ou plusieurs enfants. L'autonomie est conservée, tout comme la joie du rêve. Ce n'est plus « un jour mon prince viendra », mais « un jour mon prince sera tout à moi ». Comme celle que nous évoquions précédemment, ces femmes finissent par se lasser. L'attente est bien trop longue. Elle s'étire sur des mois, des années, sans que rien ne change. Mais pour certaines, l'espoir persiste, nourri par l'imaginaire, alors que tout dans la réalité vient affirmer qu'il est vain. Chez les autres, l'aigreur prend progressivement une place plus importante, parasitant les rencontres, toujours trop brèves. Est-ce que tu lui as parlé? Tu m'avais promis de lui parler. Quand est-ce que tu te mets en route la procédure de divorce? Jure-moi que vous faites plus l'amour. Pourquoi est-ce que tu ne la quittes pas? C'est moi que tu aimes, non? Etc. Dans les deux cas, ces femmes en deviennent presque réduites à demander l'aumône de quelques heures de bonheur, une parenthèse qui leur donne le courage d'apprécier encore leur indépendance qu'elles ne voudraient peut-être plus défendre avec tant d'acharnement ou d'alimenter leur espoir qui risque bien de rester sur sa faim. Choisir délibérément de vivre une telle situation dans laquelle elles ne peuvent pas ignorer leur totale dépendance aux disponibilités de leur ami, à sa bonne volonté, constitue une erreur d'aiguillage sentimental qui ne peut apporter que de la souffrance. À moins que nous n'ayons affaire à des femmes qui aiment se complaire dans une sorte de délectation morose et entretenir une forte intensité émotionnelle proportionnelle à leur frustration. Elles ont beau ne plus entrer dans la catégorie des femmes totalement seules, leur solitude est pourtant bien réelle, d'autant plus que leur relation doit la plupart du temps rester secrète. Si la clandestinité et le goût du péché peuvent pendant un moment justifier les sensations fortes, ces frissons ne sont que passagers et deviennent bien vite plus gênants qu'agréables. Se cacher n'est pas si passionnant sur le long cours. Encore une fois, au lieu de ne s'en prendre qu'à elles-mêmes, puisqu'elles ont fait ce choix délibérément, elles accusent les hommes d'être lâches et infidèles et ne se privent pas de les rendre responsables de leur solitude affective. Elles n'avaient pourtant pas été trompées sur leur fidélité. Nous venons de faire un tableau des principaux choix amoureux malencontreux les plus fréquents. Il n'est pas possible de tous les répertorier, mais il en existe d'autres qui ne peuvent pas aboutir à une relation d'amour authentique et durable, comme celui qui pousse certaines femmes vers le premier venu, qui a seulement eu l'idée de se trouver là un jour de trop grandes espérances, ou vers l'inaccessible mais si attirant qui leur fait perdre un temps précieux quand le défi est vraiment trop irrelevable, ou vers l'évidemment très macho mais si charmant, qui mettra à mal toutes leurs illusions sur leur propre force et leur indépendance, ou encore l'homme à l'ego démesuré, macho, grande gueule, égocentrique à problème, avec qui je peux être en conflit, mais drôle, doué et talentueux dans sa vie professionnelle, Emma. Ou le sacrifié, acceptant finalement d'entamer une relation avec une femme qui pense sincèrement que personne ne veut d'elle,
et ne peut donc que mépriser celui qui consent à tourner son regard vers elle. Il suffit d'écouter toutes ces femmes pour comprendre leurs erreurs dans leurs choix amoureux. On aime la personne qui nous fait souffrir. Je ne suis attirée que par les hommes marginaux. Je n'ai connu que des hommes pas terribles. Les hommes importants dans ma vie étaient tous despotes, égoïstes, lunatiques, machos, violents, passionnés, intelligents, originaux. J'ai toujours été avec des hommes gentils qui ne m'attiraient pas spécialement. J'ai toujours choisi des hommes inférieurs intellectuellement et que je n'aime pas mais qui m'aiment. J'ai besoin de 2 hommes, un pour la sécurité, l'autre pour la passion. On ne peut pas vivre les 2 avec un seul homme. Les petits délinquants sont irrésistibles, au moins avec eux je m'amuse. Un homme qui ne ressemble pas à mon père ne peut pas être le bon. Ces pages invitent les femmes qui se sentent concernées à se questionner sur leurs choix amoureux qui ne font que les renvoyer à la case départ, la solitude. 6. La peur de la bonne rencontre. Ces comportements et attitudes mentales sont en grande partie responsables de la solitude prolongée de ces femmes en souffrance. Si elles sont remplies d'illusions sur un très éventuel prince charmant de leurs rêves, je suis très exigeante et je pense que j'ai trop essayé de faire entrer dans mon idéal celui qui avait d'autres qualités par ailleurs, mais pas celles que j'attendais de lui, Émilie. Pour certaines, l'amour est plus important que l'homme avec qui elles pourraient le vivre. D'autant plus que leurs idées sur les hommes sont extrêmement négatives. Je suis de plus en plus exigeante, Louise. Elles ont tellement peur de vivre une rupture qu'elles font tout pour éviter une relation de qualité et elles choisissent des hommes avec lesquels forcément aucune histoire ne peut exister ou durer. J'ai toujours choisi des relations vouées à l'échec, Ariel. J'ai une sorte de cour d'hommes autour de moi qui m'a suffi jusqu'à maintenant, Louise. Je n'ai plus quelqu'un qui me harcèle et qui régente ma vie et je ne fais aucun effort pour rencontrer qui que ce soit. Lorsque ça arrive, ils ne me plaisent que très rarement. Si je me suis trompée dans mes choix amoureux, j'en suis la seule responsable, parce que je n'aime pas les rapports simples, parce que je ne connais pas assez, et que jusque-là, c'est la petite fille ou la maman qui est en moi qui a aimé plus que la femme, Emma. Quand ces femmes rencontrent quelqu'un qui leur convient, ce qui arrive, elles le fuient la plupart du temps par crainte de se tromper une fois de plus. Elles semblent préférer la quête qui justifie leur souffrance. Je fais tout ce qu'il faut pour que les hommes qui me plaisent me fuient. J'ai bien trop peur de l'amour. Martina. De nombreuses femmes ignorent à quel point leur demande affective est visible, voire criante, ce qui alourdit terriblement l'atmosphère des rencontres avec les hommes qui reçoivent ces signes comme des indices de pression beaucoup trop fortes à leur rencontre. Ils en ont peur et préfèrent se détourner de ces appels, de cette avidité à être aimé. Sans oublier que trop souvent, à peine le monsieur rencontré, elles croient que tout est acquis, joué, et elles ne décolèrent plus devant la lenteur que leur partenaire met pour s'engager davantage dans la relation, pourtant à peine esquissée. Elles veulent tout de suite. Ce comportement n'est rien d'autre qu'un sabotage, car au fond d'elles-mêmes, elles savent bien qu'il est impossible de construire dans la rapidité. Il faut du temps pour que se développe une histoire d'amour, mais leurs impatiences les rend amnésiques sur cette lenteur nécessaire. Reprenons l'adage selon lequel l'intentionnalité indique le sens des actes. Il semble alors plausible d'affirmer qu'elles préfèrent rester seules, même si cet état de solitude leur est si difficile. Aujourd'hui encore, même après avoir ajusté ma vision des choses, je ne suis pas capable d'être à l'initiative d'une relation. Je suis toujours sur la défensive. Ariel. Depuis 1 an, j'aimerais rencontrer quelqu'un, mais je ne fais pas grand-chose pour que cela arrive. Et d'un autre côté, je me plais dans ce célibat car j'y trouve des avantages. Quand je rencontre un homme, je me tiens sur la défensive. Louise. Je me sens extrêmement frustrée, perplexe, perdue, et je n'ai presque plus le courage d'aller affronter de nouveau le monde des relations amoureuses si c'est à chaque fois pareil. Émilie. Elles vivent bien dans la confusion de leurs désirs.